Les villes africaines connaissent aujourd'hui une transformation sans précédent. Elles grandissent vite, très vite. Leur population augmente, leur surface s'étend, leur lien avec l'économie mondiale se renforce. Et avec cette dynamique urbaine explosive, une question devient absolument centrale. Comment se déplacer en ville ? Et cette question est au cœur de l'un des chapitres de la 7e édition de l'économie africaine, coéditée par les éditions La Découverte et l'Agence française de développement. Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement. Pendant longtemps, les transports collectifs urbains ont été relégués au second plan. Puis sont apparues des solutions dites informelles, minibus, mototaxis, taxis collectifs, qui assurent aujourd'hui l'essentiel de la mobilité quotidienne de millions d'Africains. Et depuis une quinzaine d'années, un tournant semble s'opérer. Retour des politiques publiques, nouveaux financements, déploiement de lignes de bus rapides, innovation numérique, mobilité électrique. Assiste-t-on à un véritable renouveau des transports collectifs urbains en Afrique ? C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode de Grande Ligne, tout d'abord avec Virginie Boutuel, une des auteurs du chapitre, chercheuse au laboratoire Ville, Mobilité, Transport de l'unité mixte de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées et de l'Université Gustave Eiffel. Les villes africaines, ce qui les caractérise d'abord, c'est une très très forte expansion démographique qui est liée non pas seulement à un exode rural comme on pourrait l'imaginer, mais à une croissance démographique endogène également. La population des villes africaines est jeune et elle se développe. Au-delà de ça, et en lien avec ça, les villes africaines connaissent aussi une grande expansion spatiale. Elles s'étendent très fortement et des villages alentours se retrouvent absorbés par les villes précédentes. Et un certain nombre d'entre elles, pas toutes, bien entendu, mais connaissent également une très bonne, très forte dynamique économique, étant de plus en plus liées à l'économie mondiale, avec des liens qui peuvent être soit des liens de production, d'import-export, soit des liens culturels, par exemple, mais aussi des liens sociaux, familiaux, bien entendu. Cette croissance démographique et spatiale crée des besoins de mobilité immenses. Pourtant, les transports collectifs n'ont pas toujours été au cœur des politiques publiques africaines. C'est qu'au lendemain des indépendances, de très nombreux États africains anciennement colonisés ont vu de grandes entreprises publiques d'abord, publiques ou parapubliques, de transport par bus essentiellement, se développer, étoffer leur flotte, prospérer. Et on a des grands nombres de compagnies de bus comme la Sotra à Abidjan, Kenya Bus Service à Nairobi, Anbessa City Bus à Addis Abeba, la Sotrac à Dakar, chacune qui avait à son apogée plus de 1000 bus dans une ville donnée, qui bénéficiait d'un monopole d'exploitation sur son terrain, qui, à la période des programmes d'ajustement structurel, donc dans les années 80-90, ont dû faire face à un désengagement des pouvoirs publics, un désengagement notamment sur le plan financier. Le retrait progressif de l'État laisse alors un vide rapidement comblé par d'autres formes de mobilité, plus souples, plus proches des besoins quotidiens, des modes de transport indispensables mais pourtant très critiqués. Et laisser la place peu à peu à des modes qu'on décrit parfois comme informels, comme auto-organisés, comme artisanaux, qui prennent des formes vraiment très variées, qui peuvent être du mototaxi, du taxi collectif, du minibus taxi, du tricycle, et qui aujourd'hui font l'essentiel de la mobilité urbaine motorisée dans un grand nombre des villes africaines. Il y a des constantes dans les formes que prennent ces modes et surtout dans les caractéristiques de leur desserte. Ce sont des modes qu'on retrouve partout dans les territoires périphériques où d'autres modes refusent d'aller. Ce sont des modes de transport qui, pour certains, notamment le mototaxi, permettent de desservir, y compris des quartiers qui ne bénéficient pas d'infrastructures pavées, avec néanmoins des dérives et des dysfonctionnements qui leur sont souvent reprochés, notamment des dérives en termes de contribution croissante à la congestion routière, c'est inéluctable, contribution croissante à la pollution atmosphérique, contribution croissante à l'insécurité routière,
l'état des véhicules ne permet pas toujours d'assurer des opérations dans de bonnes conditions. Dans un grand nombre de villes, ils sont regroupés en associations. Associations qui organisent les dessertes par ligne, associations qui organisent parfois en lien avec la puissance publique les rotations des cars, les lignes des minibus, etc. Et on se rend compte qu'il existe des dispositifs pour les réguler petit à petit, les intégrer petit à petit dans une offre de transport un peu plus organisée, formalisée. Plutôt que de les interdire, de plus en plus de villes font un autre choix, celui de la régulation et de l'intégration, comme nous l'explique Yao Amedokpo, chargé de recherche au laboratoire Ville Mobilité Transport de l'unité mixte de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées et de l'Université Gustave Eiffel, et qui est lui aussi co-auteur du chapitre de l'économie africaine. En fait, les dispositifs de régulation du transport informel dans les villes africaines sont divers et variés selon le pays. Alors, vous prenez un exemple typique comme Kigali, la capitale du Rwanda. La régulation s'est faite au prix de plusieurs mesures réglementaires, notamment l'introduction des contrats de service avec appel d'offres pluriannuels, ce qui a amené les opérateurs de transport à s'organiser, d'abord en coopérative ou en entreprise, pour pouvoir être éligibles, par exemple, au financement public pour le renouvellement des flottes, ou pour pouvoir également obtenir des licences, puisque désormais, pour opérer dans ces villes-là, ces sociétés ou ces opérateurs ont l'obligation d'avoir des licences de la puissance publique. Alors, d'autres dispositifs portent également sur l'introduction des paiements, des moyens de paiement dématérialisés, ce qui a permis d'avoir une traçabilité en fait des recettes, de pouvoir salariser en fait les chauffeurs et les corseurs. Mais aujourd'hui, en tout cas, la tendance est vers la régulation de ces modes-là plutôt que de leur bannissement. Cette logique d'intégration progressive ouvre la voie à un retour plus structuré des transports collectifs urbains, notamment à travers des solutions capacitaires et plus particulièrement l'émergence de transports collectifs urbains dominés par le bus rapide transit ou BRT. BRT permet, en tout cas, offre une capacité de transport assez importante, qui est proche, selon certains auteurs, du métro, mais pour des coûts de réalisation qui sont bien moindres. Quand on essaie de faire la cartographie des réseaux BRT en Afrique, dans les villes africaines aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas encore des réseaux en sens strict. C'est plutôt des premières lignes de futurs réseaux de BRT qui ont été déployés. Et il faut également aller vers l'intégration des modes. Certes, le BRT, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, c'est bondé. Il y a un intérêt à aller vers ce mode-là, mais ça ne suffit pas en fait pour résoudre les problèmes de déplacement dans les villes africaines. Le BRT n'est donc pas une solution miracle. Son efficacité repose largement sur ce qui se passe autour. Les correspondances, les rabattements, l'intermodalité avec un besoin croissant de support numérique et du développement de l'électrification des transports, et aussi la mise en place des autorités organisatrices de la mobilité ou AOM. La mise en place de l'association des AOM à l'échelle de l'Afrique, justement, c'est une caisse de résonance de tous ces savoirs-là qui circulent d'un projet à un autre et d'un pays à l'autre. Donc effectivement, le phénomène de diffusion des plateformes numériques de mobilité et de mobilité partagée en particulier, c'est un phénomène qui est mondial, mais dont longtemps on a pu penser qu'il ne concernait pas l'Afrique ou de façon vraiment très minoritaire. Ça, c'était la première erreur d'analyse, et il se trouve que nos travaux de recherche, notamment l'Observatoire mondial des plateformes numériques de mobilité partagée, montrent que l'Afrique est un territoire très dynamique pour le déploiement des plateformes numériques de mobilité partagée. La deuxième erreur qui a été faite longtemps, c'est de croire que cette diffusion des plateformes numériques de mobilité partagée en Afrique, c'était le fait principalement de grandes plateformes internationales qui arrivaient sur le continent africain. Et de fait, elles sont là. Vous avez des Uber, des Yango et autres. Mais dorénavant, elles ne sont plus majoritaires. C'est-à-dire qu'on observe, nous, une part croissante et dorénavant majoritaire, y compris dans les plus grosses plateformes, de plateformes natives du continent qui proposent des services d'autant plus adaptés aux pratiques locales qu'elles s'ancrent dans
dans ces mêmes pratiques? Alors que, par exemple, le marché du véhicule thermique est fortement dépendant des importations en Afrique, le marché naissant du véhicule électrique se retourne de plus en plus vers la production locale. On voit une territorialisation en fait de la chaîne, d'une partie de la chaîne de valeur du véhicule électrique en Afrique. Mais le fait de relocaliser en tout cas une partie de la chaîne de valeur dans les pays africains permet justement de créer un peu une marge de valeur et de commencer justement à mettre en place un tissu industriel avec des compétences voilà, dans ce domaine-là. Et les motos, si vous voulez, les motos, c'est l'essentiel du parc automobile dans plusieurs villes africaines, notamment subsahariennes. Vous prenez une ville comme Lomé, c'est 52% de parc modal des transports motorisés. Alors, c'est dans certaines villes d'ailleurs le seul moyen pour accéder aux quartiers très éloignés où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'offre de transport structurée, organisée, moderne et tout ça. Et du coup, la transition vers la mobilité électrique sur ce segment pourrait justement permettre à beaucoup d'urbains à marge des solutions de mobilité de pouvoir avoir accès à la ville. Accès à la ville à des coûts moindres parce que le coût total de possession d'un véhicule, enfin d'un tout véhicule et surtout plutôt d'une moto électrique est très faible par rapport à celui d'une moto thermique. Alors, ce qu'on voit également se dégager, enfin, je l'avais dit tantôt, en dehors ce qu'on peut appeler la micromobilité, donc la moto, c'est des projets dans lesquels on déploie des bus électriques. Et justement, les BRT aujourd'hui, avec l'exemple de Dakar, voilà, c'est des bus qui sont déployés et qui permettent justement de sauvegarder des centaines de tonnes de CO2 dans les villes africaines qui sont en proie à des problèmes de pollution. Ces innovations ne transforment pas seulement la mobilité, elles redessinent aussi les rapports entre transport, urbanisme et inégalité, comme nous le décrit Jean-François Sampéré, le troisième auteur de ce chapitre, qui est directeur académique à l'École nationale des ponts et chaussées. Je pense que pendant très longtemps, on a été absorbé par l'idée d'une ville africaine anarchique. Or, on s'aperçoit de plus en plus que ce boom que connaissent ces villes-là sont porteurs d'innovation. Plutôt tournés, me semble-t-il, vers le modèle de la ville frugale, de toutes ces innovations qui sont contextualisées. Et une partie des liens, me semble-t-il, à faire entre mobilité et urbanisme s'inscrit peut-être en contre-courant des smart cities, et plutôt sur une contextualisation et des échanges sud-sud qui me paraissent être moteurs. Alors, si on revient maintenant sur les TCU, j'ai envie de dire que spontanément, on pourrait imaginer que les TCU ou les BRT vont faire la ville. Je ne crois que ce n'est pas le cas. Ils sont peut-être l'opportunité de remettre la question de l'urbain ou de l'urbanisme dans les enjeux urbains. En amont de ces mêmes BRT, on a de l'urbanisme temporaire ou transitoire pour garder sur ces espaces, l'Agence française de développement finance par exemple des pépinières, des modalités d'urbanisme qui sont très bien intégrées au paysage urbain africain. Si on revient sur les enjeux de mobilité ou les enjeux de transport, il est évident que les inégalités d'accès, les inégalités spatiales des urbains témoignent d'une des formes des inégalités. Donc, quand vous mettez en œuvre du transport collectif, un BRT, un métro, de fait, vous augmentez l'offre de transport. Donc, on ne peut s'attendre à minima qu'on n'augmente pas les inégalités avec ce type de transport. Il est indéniable que les BRT réduisent les inégalités d'accès des individus sans pour autant être une réponse complètement adéquate à cela. Surtout dans les premiers temps où les premiers designs se limitent plutôt aux centres-villes qui sont peu, entre guillemets, habités par ces mêmes personnes les plus pauvres. Donc, c'est dans les phases ultérieures que vont se jouer la réduction des inégalités. Pour conclure cet échange éclairant sur le développement des transports collectifs dans les villes africaines, nos auteurs soulignent les priorités à venir pour le futur du continent et de ses capacités de mobilité urbaine. Et il me semble que parmi, en tout cas, les défis à relever très rapidement,
il y a le défi du renforcement en fait des réseaux de bus existants ou de BRT, voire même le déploiement de ferroviaire, parce que on ne pourra pas continuer ou à proposer des solutions de transport routier indéfiniment dans des villes qui vont dépasser les 10 millions d'habitants. Et le ferroviaire permettra de transporter plus rapidement et sera de grande capacité pour absorber la demande additionnelle. Dans les 10 prochaines années, une partie de ce qui se joue dans les villes africaines, c'est de savoir à quel point la motorisation individuelle va augmenter ou pas. Parce que tout est en place pour que la motorisation individuelle augmente de façon très forte. On sait que les villes africaines telles qu'on les connaît seront invivables si on laisse déraper la motorisation individuelle. Pour éviter ça, dans les 10 ans qui viennent, il y a un enjeu très fort, selon moi, de montée en compétences et d'extension des compétences, là, au sens juridique du terme pour le coup, des autorités qui organisent les mobilités, quelles que soient les formes qu'elles prennent, avec cet enjeu d'intégrer, comme Yao l'a dit, des transports capacitaires et des transports intermédiaires, d'intégrer aussi la marche, le vélo et des mobilités individuelles plus légères et moins consommatrices de ressources et d'espace que toutes les mobilités individuelles motorisées qu'on a vu se développer dans d'autres contextes. Ces autorités qui organisent les transports, les mobilités ont peut-être besoin aussi, dans ce contexte particulier des villes africaines, d'intégrer, on l'a dit, des dimensions liées aux livraisons urbaines, au transport des marchandises, au transport mixte, beaucoup plus rapidement que ce que ces mêmes autorités ont eu à le faire dans d'autres contextes, y compris des contextes européens. Je pense vraiment que si j'avais une priorité à mettre pour les 10 ans qui viennent, ça serait une priorité de formation, un peu formation à tous les étages, de formation professionnelle, de formation initiale, de formation continue, de formation par la recherche et à la recherche, parce que il y a un déficit de connaissances adaptées aux contextes locaux de mobilité dans les villes africaines. Pour la dernière priorité, c'est la question du financement aussi. Maintenant se dessine depuis une bonne vingtaine d'années des investissements sur ces transports capacitaires urbains. La question du financement, du fonctionnement et du déploiement de ces lignes et de leur entretien reste toujours posée. Le renouveau des transports collectifs urbains en Afrique est en cours. Il est encore fragile, parfois inégal, mais profondément structurant pour les villes de demain. Merci à Virginie Boutuel, Yao Amedoko et Jean-François Sampéré pour leur éclairage extrêmement précieux sur les enjeux de mobilité et de croissance du continent. Vous retrouverez dans la description de l'épisode le lien pour vous procurer l'ouvrage L'économie africaine 2026 dans son intégralité et avoir accès très vite à la version en libre accès de l'économie africaine 2025. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions Agence française de développement, créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Étienne Charrière, avec Niwin, montage Éric Thauvin, et au micro, Sabrina Adjadjaoul qui vous dit à très bientôt sur vos plateformes d'écoute favorites.